Merci pour l'invitation à ce séminaire. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je suis pas revenue à ULAB, mais j'ai travaillé avec Eric entre 2013 et 2020-21 pour un projet sur l'agriculture urbaine à Montréal. Ça m'a donné le goût. Fait que j'ai parti en 2 projets de recherche sur l'agriculture urbaine au Vietnam. Mais de là, j'ai décidé d'aller au-delà de l'agriculture, mais pour regarder les réseaux alimentaires, les systèmes alimentaires qui englobent l'agriculture urbaine. Donc, ce projet-là, j'ai commencé la subvention en 2021. La collecte de données que vous allez voir aujourd'hui, ça a été fait l'année passée. Donc, l'idée, c'est de comprendre le réseau alimentaire alternatif dans les villes du Vietnam. Euh, Puis, avant tout, je vais mettre un peu de contexte. Voilà. OK. Donc, pour ceux qui connaissent pas très bien le Vietnam, il y a quelques éléments de contexte importants à vous raconter. Depuis des années 1990, le pays a vécu deux changements, deux rénovations politiques importants. Un, c'est la gouvernance alimentaire libéralisée, c'est-à-dire que les importations de pesticides deviennent beaucoup plus libre qu'avant, parce qu'avant, c'était le système soviétique centralisé avec quasiment pas de contact avec l'étranger. Et donc, avec cette entrée importante de pesticides dans le pays, l'usage de pesticides est en augmentation aussi. Le deuxième changement important, c'est la modernisation du système de vente, notamment avec l'arrivée des supermarchés dans les grandes villes et petit à petit partout dans le pays. Mais par contre, l'agriculture au pays reste à petite échelle, très fragmentée, mais intensifiée à cause du grand besoin de nourrir la population grandissante, mais aussi l'usage de pesticides. Et donc, depuis 20 ans, les préoccupations pour la salubrité alimentaire et la santé humaine devient le sujet de tout le pays, le débat national, ça en parle tous les jours dans les médias, et malgré la modernisation du système alimentaire. Donc, il y a l'agriculture du pays en général, puis plusieurs acteurs dans les systèmes alimentaires euh, font beaucoup d'efforts pour à la fois nourrir la population et fournir la nourriture salubre ou de bonne qualité. En parallèle avec les transitions dans la production et la distribution, il y a aussi une transition dans la consommation. On parle ici de la transition nutritionnelle, c'est-à-dire l'adoption du régime alimentaire plus occidentaux, avec plus de consommation de viande et de sucre et de gras. Et l'adoption des modes d'achat en ligne, notamment depuis la COVID. Et donc, tout ce système-là est très complexe et en transition, qui crée plusieurs trajectoires alimentaires très diversifiées vers les villes, mais aussi à l'intérieur des villes. Puis pour étudier ces trajectoires, j'ai utilisé la notion de réseau alimentaire alternatif. Donc, en Asie, les études récentes sur ce sujet rapportent que ce qui compte comme réseau alimentaire alternatif en Asie, c'est typiquement l'agriculture soutenue par la communauté, les ventes directes. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe ici chez nous. Les marchés fermiers, la location de jardins, de potagers récréatifs. Il y a aussi des jardins communautaires, mais je peux en parler plus tard, c'est très différent des jardins communautaires ici. Et donc, les objectifs de ces réseaux alternatifs ressemblent beaucoup à ce que nous, on entend parler d'ici. C'est-à-dire, on vise à avoir une production alimentaire plus écologique, plus durable, des relations de commerce plus équitables, basées sur la solidarité, des chaînes plus localisées ou raccourcies, mais pas tout le temps. Par contre, il existe plusieurs critiques envers ces mouvements d'alimentation alternative, que ce soit en Asie ou ici.
du fait que ces réseaux-là offrent des prix très élevés et donc ces réseaux-là sont exclusifs et élitistes et ils peuvent perpétuer les inégalités. Donc, il faut faire très attention à comment on théorise ce mot-là alternatif. Et en ce moment, il y a une impasse dans la théorisation des réseaux alimentaires alternatifs. Je vais parler dans une minute. Et une des façons pour surmonter cette impasse, c'est de faire plus d'études empiriques dans les contextes en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Puis le cas de l'Asie et le Vietnam, c'est intéressant compte tenu de transitions qui se passent dans ces pays-là dont j'ai parlé. En plus le Vietnam a un régime politique très spécial, ce qui s'appelle le socialisme tardif, c'est-à-dire un mélange du socialisme avec du capitalisme et le néolibéral. Et donc, pour mieux comprendre l'écosystème des réseaux alimentaires au Vietnam, dans les villes vietnamiennes, ben, on était guidé par deux questions empiriques. Ben, de un, qui sont les acteurs de ces réseaux? Et de deux, quelles sont leurs, excusez-moi, il y a une faute, leur motivation et leur lutte pour fournir de la bonne nourriture à la population. Et tout ça dans un contexte, ici, je mets post-socialiste, mais ça peut être socialiste tardif, et le Sud global. Et non, l'impasse dans la théorisation des réseaux alimentaires, ça se passe au niveau de comment on conceptualise l'altérité. Donc, depuis les années 90, des sociologues de l'économie, comme ce qui représente ici Granovetter, a utilisé le concept d'altérité de Polanyi, mais il a appliqué pour comprendre les réseaux alimentaires alternatifs. Puis selon eux, ces réseaux-là, ce qu'ils essayent de faire, c'est un encastrement social. Vous connaissez peut-être ça. L'idée, c'est de réintégrer les considérations morales, mais aussi sociales, pour créer plus de confiance, plus d'éthique dans les décisions d'achat d'aliments. Et donc, ce côté, là, j'ai mis comme deux côtés, deux visions assez assez opposées sur cette notion-là. Donc, Granovetter et tous ceux qui sont en sociologie de l'économie font la promotion de l'alimentation de proximité sociale et spatiale, que la confiance est fondée sur les relations entre les gens en face à face. Et ils mettent de l'avant les constitutions morales et culturelles des systèmes alimentaires. L'autre côté, c'est la vision plus pessimiste, ça vient des spécialistes du néolibéralisme. Et selon eux, les mouvements ou les réseaux, plutôt les réseaux alimentaires alternatifs, sont une nouvelle forme de la marchandisation. Et parce que ces réseaux-là, de un, ils créent une sorte de rareté du marché à cause de tout le système de certification, par exemple, pour que ça soit organique et biologique. Ils sont aussi, en fait, c'est des mécanismes pour détourner les failles du système capitaliste. Et dans ce cas, l'État joue le rôle de roll-out, c'est-à-dire l'État aide les capitalistes à contourner les failles de son propre système. Et donc, récemment, son nom. Misli, il a proposé de retourner à ce que Polanyi a parlé, de l'altérité, pour avoir une vision plus nuancée, puis il appelle ça une vision hybride de l'altérité. Donc, Polanyi, il a dit que les mouvements alternatifs, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent réencastrer les relations sociales, politiques, culturelles pour contrer les forces du marché, sauf que il faut qu'ils travaillent, ils sont en conjoncture avec le marché et le résultat, c'est que même si ça s'appelle alternatif, les résultats sont très variés. Il y a des réseaux alternatifs radicaux, mais il y a des réseaux alternatifs modérés, puis il y a des réseaux alternatifs qui ne produisent aucune valeur progressiste. Donc, avec cette vision plutôt hybride, ben, on va être capable de lire ce qui se passe dans les réseaux alimentaires. Mais j'ai amené aussi
à cause du contexte du Vietnam, j'ai amené ici un autre corpus qui vient des études de développement. Donc, ces études-là, quand ils ont regardé les réseaux alimentaires en Europe dans les années 2000, ils ont proposé un concept qui s'appelle la nouvelle paysannerie. La nouvelle paysannerie en Europe, à l'époque, a essayé de réancrer l'agriculture dans la nature, de rétablir le système de ferme à petite échelle, avec propriété familiale ou individuelle, et surtout favoriser l'agriculture multi-espèces. Par contre, dans le sud global et spécifiquement en Asie du Sud-Est, il y a des auteurs qui proposent qu'on doit regarder cette nouvelle paysannerie dans la transition agraire, parce que en Asie du Sud-Est, l'agriculture reste à petite échelle, fragmentée avec des fermes familiales ou individuelles. Mais la chose qui est en train de changer dans la transition, cette transition agraire de l'Asie, c'est l'intégration des fermiers dans le marché. C'est des marchés nationaux, mais aussi le marché mondial à cause des demandes qui viennent des populations du Nord global, y compris les demandes de nourriture équitable ou écologique, dont biologique. Et donc, quand on a analysé nos données, on a fait attention à ces notions-là, c'est-à-dire l'agriculture fondée sur la nature, multi-espèces, nouvelle paysannerie et la transition agraire. Donc, voici les données. J'ai fait les entretiens et les observations dans les marchés, dans les sites de production, dans 2 villes, pour pouvoir refléter la diversité. Puis vous allez voir le fait que ça soit une ville moyenne et une grande ville, une métropole, affecte quand même le fonctionnement de ces réseaux alimentaires. Donc, Hue, c'est une ville capitale provinciale d'environ 300 000 personnes qui se trouve au centre du Vietnam. Puis Ho Chi Minh Ville, c'est la métropole de 8 millions de personnes au sud du Vietnam. Donc, j'ai fait des entrevues avec 12 producteurs, 6 distributeurs, 21 utilisateurs et 2 experts qui travaillent dans des instituts de politique publique. Mais aujourd'hui, ce que je présente, c'est les entrevues avec les 12 producteurs et les 6 distributeurs. Et les données ont été analysées dans NVivo par une analyse thématique de contenu. Donc, parmi les 12 producteurs, 3 sont également des distributeurs. Puis les 6 distributeurs sont davantage des petits magasins. Il y a une agence intermédiaire et 3 particuliers. Ils sont tous à une échelle, une petite échelle avec 2-3 personnes dans la direction. Ils ont environ 10 à 15 ménages qui sont des employés. Cela dit, c'est pas facile de naviguer avec ces réseaux et il y en a beaucoup qui ont démissionné au cours de la route. En termes de formes de production, il y a des fermes hydroponiques, des jardins communautaires comme vous voyez ici, mais dans le fond, ça fonctionne comme une coop. Et des particuliers, des firmes particulières et des entreprises. En termes de produits, c'est assez varié. J'ai beaucoup interviewé les gens qui font pousser des légumes, mais il y a aussi des compagnies qui font du riz, la viande et des produits dérivés de lotus. Le modèle économique varie entre coop, entreprises privées et les particuliers. Le client, quand j'ai posé cette question, c'était jamais clair, mais souvent les gens disent que c'est des jeunes urbains éduqués et de la classe moyenne supérieure. Tous ceux qui ont une connaissance et une préoccupation pour la santé. Certaines personnes m'ont dit qu'ils ont des clients qui sont ouvriers, mais qui sont qui ont des soucis pour la santé pour les enfants. Puis les canaux de distribution sont davantage la vente directe avec des écoles
c'est un modèle que je vois pas ici, mais au Vietnam, ça fonctionne très bien, surtout quand ils vont partir une nouvelle entreprise, par exemple, une ferme bio. Là, ils contactent les écoles. Les écoles, les clubs d'achat, il y a des ventes directes avec des individus aussi. Ils distribuent aussi dans les mini supermarchés, mais personne ici vend dans les grands supermarchés. Puis ça revient, on va en parler plus tard, mais ça revient à leur capacité de produire en masse. Donc, définition, pour comprendre leur motivation, ben, je leur ai demandé de définir qu'est-ce que c'est la bonne nourriture, mais sauf que c'était pas facile de contourner parce que je voulais comme amener toutes les notions de alternatives dans le réseau alternatif, c'est-à-dire écologique, équitable, solidarité, mais traduire tout ça en vietnamien, de un, c'est pas évident, de deux, ça sonne très étrange pour les gens, et donc j'ai contourné un peu. J'ai demandé qu'est-ce que ça veut dire la nourriture salut, la nourriture saine, la nourriture bon pour la santé, etc. Donc, vous voyez, les réponses reflètent un peu la façon que j'ai posé la question. Ben, d'abord, la bonne nourriture, c'est la nourriture sûre, c'est-à-dire salut, et saine, sans OGM, pesticides, bactéries, pathogènes. La confiance. Et la deuxième chose qui a été mentionnée, la confiance des consommateurs envers ces produits-là. Là, je lis mes notes parce que c'est très complexe cette partie. C'est-à-dire que la bonne nourriture, c'est la nourriture que les gens peuvent trust. C'est quoi? Faire des retracés, non? Pour Trust, faire confiance. faire confiance, à laquelle ils peuvent faire confiance. Donc, il est important de connaître l'origine. Donc, il y a la transparence sur l'origine, mais c'est sûr que mes extraits. Il y a un extrait ici d'entrevue qui explique que dans le passé, à l'époque de ma mère et de ma grand-mère, la nourriture sûre était celle de mon jardin et de celui de mon voisin. Maintenant, à l'ère du 4.0, elle doit être certifiée et autorisée pour être sûre. Donc, la conception de qu'est-ce qui est sûr a changé d'une ou deux générations. Euh, et puis, surtout des petites entreprises ou des petits magasins, ils sont pas capables de payer les certifications et ils bâtissent leur confiance en garantissant qu'ils connaissent bien les producteurs. Et aussi, il y en a qui disent que ben goûter à ma nourriture, puis si tu trouves que c'est bon, ben c'est une preuve que c'est produit de façon écologique et saine. La bonne nourriture, c'est aussi la nourriture naturelle. euh, et la naturalité est testée par le goût de ces produits-là, mais aussi par, bizarrement, la saisonnalité. Les gens parlaient beaucoup du fait que il faut manger des produits selon la saison, parce que si on suit les saisons, ça coûte meilleur, ça coûte moins cher et il y a moins de risques de préservation chimique. La bonne nourriture, c'est aussi la nourriture bonne pour l'environnement. Comme il y a un producteur de crevettes ici, il dit que lui, il utilise, c'est comme l'économie circulaire, il utilise les déchets organiques pour construire une partie des étangs de crevettes, puis parce qu'il va contribuer à protéger l'environnement. Et puis, étonnamment, le local n'est pas important, tandis que ici, je trouve qu'au Québec, on met l'accent beaucoup sur les produits locaux. Et au Vietnam, les gens associent le local avec des produits de terroir, comme en Europe. Mais aussi, ils disent que le temps a beaucoup changé. Telle province a pu la réputation de produire tel bons fruits, donc ça change. Donc, on se fie pas sur le local. Alors, parmi les luttes ou des difficultés, ben, il faut parler d'abord des luttes à travers
pour obtenir les labels et la certification parce que au Vietnam, il y a plusieurs gradations. On a des produits biologiques qui sont complètement impossibles d'obtenir en certificat, à moins que tu sois adopté par deux organismes internationaux en japonais et en luxembourgeois. Ça se trouve seulement dans les grandes villes. Dans les villes moyennes, c'est impossible de se faire certifier biologique. Mais en dessous de ce seuil biologique, il y a le seuil Global Gap qui, je crois que Gap, c'est Good Practice, Good Agriculture Practice. Le Global Gap, il ressort beaucoup à ce qui est biologique ici, mais un peu en dessous. Puis il y a des institutions nationales vietnamiennes qui produisent, qui permettent, qui peuvent certifier le Global Gap. Sinon, en dessous, ici, c'est le Viet Gap, c'est les normes du Vietnam qui, dans le fond, il n'y a aucune restriction dans l'usage de pesticides. Tu peux en mettre autant que tu veux, sauf que tu dois respecter le délai. Tu dois recompter seulement, je pense que 8 jours après l'arrosage de pesticides. Donc, en fait, en termes de pratiques écologiques, c'est pas très fort. Mais en dessous de ça, il y a rien, il n'y a pas de contrôle de rien. Et donc, beaucoup de ces entreprises et des producteurs, leur but, c'est d'avoir un certificat de VITGAP. Et ça coûte énormément cher. Et ils dénoncent aussi qu'il y a beaucoup de règlements qui se chevauchent, qui se contredisent. Et donc, dans beaucoup de cas, ils ont besoin des organismes intermédiaires pour les aider à passer à travers tout ce système. Comme par exemple, ici, c'est une intermédiaire, le BSA, à Ho Chi Minh Ville. D'autres difficultés qu'ils ont avec les institutions, c'est le manque de financement, surtout à Saigon, à Ho Chi Minh Ville, parce que comme vous voyez ici, une ferme hydroponique nous l'ont dit, c'est la grande ville, donc Ho Chi Minh Ville à l'industrie, services, technologies, le financement pour l'agriculture est très faible parce que c'est une grande ville. L'agriculture n'est plus une priorité. Le nombre de coops est relativement élevé, dont le financement est dispersé. Si nous nous appuyons sur des politiques de soutien, de financement de la ville, nous perdrons beaucoup d'opportunités. Tandis qu'à Hue, c'est une ville moyenne qui a encore beaucoup de terres agricoles. Ben, l'agriculture reste importante pour cette ville-là et donc il y a beaucoup de subventions pour les coops agricoles. La planification aussi, la planification urbaine très déficitaire qui cause beaucoup de moratoires sur l'utilisation ou le changement de statut des sols cause énormément de problèmes pour les producteurs. Comme l'extrait ici nous dit, c'est un président de coop, il dit « Cette zone est fortement urbanisée. Je suis contrarié par le fait que le terrain c'est-à-dire le statut du terrain derrière ma maison change. Il y a un beau lac, je voulais transformer ça en étang de poissons, mais maintenant, comme il y a un moratoire, personne ne veut participer à son projet. Et aussi à Saigon, à Ho Chi Minh Ville, les fermes agricoles ont beaucoup de difficultés, surtout les fermes hydroponiques, à cause de la définition de l'agriculture. Dans la définition de terre agricole, il n'y a pas d'inclusion des infrastructures. Pour faire l'hydroponique, on a beaucoup d'infrastructures. Et donc, cette catégorie d'agriculture ne peut pas, les gens qui font ça ne peuvent pas louer une terre agricole. Il faut qu'ils aillent louer une terre de construction urbaine. Et ça coûte 3 fois plus cher. Et que des fois, mais il dit que des fois, ils arrivent à faire des arrangements en dessous de la table avec la municipalité. D'autres difficultés ont été soulevées par les producteurs et les distributeurs, notamment les conditions naturelles, c'est-à-dire c'est un pays tropical, l'été avec beaucoup de typhons, des tempêtes, du vent très fort, ça casse des infrastructures agricoles, ça détruit des récoltes.
Les pollutions aussi, pollutions causées par l'industrialisation et l'urbanisation qui contaminent des sources d'eau et sources de sol qui ont été mentionnées. Et la plupart ont beaucoup parlé du fait que tout ça vient du fait que faire l'agriculture, ça prend du temps parce qu'il faut qu'ils fassent plusieurs tests pendant plusieurs récoltes pour voir quel type de sol qui est là, quel type de fertilisants qui en ont besoin. Et le temps, le budget pour développer cet aspect-là, c'est très cher pour eux. Et ils n'ont pas toujours nécessairement assez de financement pour faire des tests. Et le problème de foncier, ben, surtout à Ho Chi Minh Ville, il y a la rareté foncière qui fait que louer des terres pour faire l'agriculture, c'est très cher. Et donc, tout ça ensemble fait que ces producteurs et distributeurs, ils ont beaucoup moins de confiance dans leur capacité. Ils sont pas capables de produire autant de légumes ou de nourriture qu'ils veulent. Je vais passer. Mais pourquoi ils continuent à exister? C'est ce qui ressort beaucoup de mes entretiens, c'est la notion d'éthique. Euh, et ayant une éthique en travaillant avec le marché, parce que ces producteurs et ces utilisateurs, ils sont en train de engager, de rentrer dans le marché national et certains sont aussi déjà dans les marchés européens. Je vais essayer de chercher. Donc, en fait, ce que je peux appeler ça une sorte de modèle d'affaires basé sur la moralité ou sur l'éthique. Puis, il y a plusieurs manifestes de cette notion, de cette dimension d'éthique dans la relation avec le marché. Par exemple, il y a une ferme de hydroponique ici, ils disent qu'ils acceptent ils acceptent, ils assument les pertes quand il y a des pluies. En saison de pluie, souvent, les prix augmentent. Mais eux, comme ils sont en hydroponique, le prix est stable. Puis, au lieu de vendre plus cher en saison de pluie, ils acceptent de vendre au même prix pour stabiliser le marché. Puis ça, c'est très soviétique, parce que c'est un discours que l'État émet tout le temps dans les médias. C'est-à-dire que l'État essaye de stabiliser le marché et les bonnes entreprises devraient aider l'État à stabiliser le marché. L'éthique se trouve aussi dans le soin de bien produire la nourriture et dans la façon de faire les affaires, c'est-à-dire ils ne courent pas après le profit, ils ne veulent pas devenir plus grandes. Puis dans toutes les entreprises, ils apprennent à rester avec l'éthique. Et l'éthique aussi se trouve dans leur façon de traiter les fermiers. Il y a beaucoup dans mes entrevues, les gens ont dit, il faut être solidaire avec les fermiers parce que eux, ils subissent ils sont dans les conditions de vie difficiles à cause des conditions géographiques naturelles, mais aussi le marché est pas stable. Souvent, on sous-paye les fermiers. Puis je pense que ça revient beaucoup à ce qui se passe ici. Et on a vu ici récemment les paysans, les fermiers ont fait des manifestations parce que les conditions sont trop difficiles. Puis en aidant les fermiers, surtout dans certains métiers, dans certains types de produits agricoles, on est en train de préserver notre héritage culturel. Donc ici, c'est une agence intermédiaire à Ho Chi Minh Ville qui aide des fermiers à vendre en ville. Elle a raconté comment elle a commencé à partir cette initiative. Elle dit, une fois, j'ai rencontré des agriculteurs à Kanta, qui est à 100 km d'Ho Chi Minh Ville, des hommes qui portent des chemises baba blanches, c'est l'habit traditionnel des paysans du Sud. Les cheveux en chignon, ils ont dit, ils étaient des gens gentils, ils faisaient du bon commerce parce qu'ils cultivaient des produits sans pesticides. Mais pourquoi les produits des gens gentils ne peuvent pas être traités gentiment par la société?
pourquoi ils ne peuvent pas vendre leurs produits. Et donc, elle a décidé de créer une sorte de marché fermé qui s'appelle la gentillesse. Et là, c'est ma traduction. Mais elle veut aider ces agriculteurs pour préserver leur métier. Il y a d'autres entreprises ici qui font du lotus, des produits dérivés du lotus. Ils ont combiné avec l'industrie du tourisme pour faire des visites des lacs de lotus avec des villages. Et ils disent que c'est également lié à leur mission de préservation du patrimoine culturel traditionnel. Et donc, est-ce qu'il y a une nouvelle paysannerie? Je vais terminer là-dessus. Je dirais oui, parce que on voit l'encastrement culturel et éthique chez certains acteurs. C'est pas tout le monde, j'avoue. Les petits magasins, eux, ils sont moins dans l'éthique. J'ai même des femmes qui font dans le jour, ils sont des serveurs de restaurants, mais une ou deux fois par mois, ils transportent le poisson, les fruits de mer de leur village d'origine en ville. Ben eux, c'est sûr que c'est pas ils ont pas de modèle d'affaires et ils ne réfléchissent pas trop longtemps sur l'éthique. Mais sinon, toutes les coops, les jardins communautaires et des entreprises euh, ont une dimension éthique dans leur production et leur façon de faire de leur modèle d'affaires. Et pourquoi je parle d'une nouvelle paysannerie? Parce que plusieurs personnes ont mentionné que ils veulent rester agriculteurs fermiers, mais différemment. Donc, ils ont utilisé le terme comme agriculteur urbain, agriculteur moderne, agriculteur commercial et agriculteur technologique. Donc, ça me suggère qu'il y a une nouvelle façon de faire l'agriculture qui émerge au Vietnam, au moins autour des villes. Ils viennent des origines diverses. Il y en a qui étaient paysans, qui sont nés paysans, mais il y en a qui étaient cônes blancs. Il y en a qui travaillaient pour des ONG, mais qui ont décidé de devenir fermiers. Mais la pratique se converge. C'est une pratique de l'agriculture fondée sur données probantes. Ça, c'est aussi c'était très nouveau au Vietnam parce que les paysans traditionnels, ils se basent beaucoup sur les connaissances de leur famille puis de bouche à oreille, mais eux, ils testent et ils changent les pratiques selon les tests. Ils sont en train de rentrer dans le marché national et le marché international et ils voient l'agriculture comme une entreprise. Ça reflète la transition agraire du pays. Mais ça reflète aussi une nouvelle façon de penser l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je reviens à l'idée qu'il y a une nouvelle paysannerie autour des villes. Puis, on peut dire que ces réseaux alimentaires sont souvent multi-espèces et multifonctionnels parce qu'ils combinent avec le tourisme et ça donne certains espoirs pour avoir des systèmes plus éthiques, plus écologiques, mais ça reste assez marginalisé. Et l'idée, je m'en vais au Vietnam dans 3 semaines, puis mon idée, c'est de revoir des instituts de politique publique et de leur transférer ces données-là et de leur dire, ben, il faut faire de quoi pour les aider à scaling up, à avoir une échelle plus substantielle. C'est comme ça. Voilà. Merci.